projet qui s'appelle ABC2D. Il y a plusieurs sous-thèmes, on va dire, et un s'appelait, un titre ça s'appelait les migrations. Vous posez la question si les migrants ils sont tous acceptés dans le camp ou il y en a qui peuvent être refusés, s'il y a des priorités. Non. Alors, le camp de la Linière, c'était un camp ouvert. Parce que le maire a décidé en fait, de créer le camp de la Linière, on va dire en fin décembre 2015, il imaginait construire un camp qui permettait de déplacer des gens qui étaient dans la plaine du Baroque. Je ne sais pas si vous connaissez le Baroque à Grande-Synthe, hein. C'est aussi un quartier. Il y avait une plaine dans laquelle c'était amassé, le terme n'est pas beau, mais c'est un peu ça quand même, agglutiné, concentré des milliers de personnes, des milliers de migrants. Il y avait en décembre 2015 à peu près 2800 personnes. Ça me donne une idée par rapport au poids de la ville. Hein. La ville de Grande-Synthe, c'est à peu près 23 000 personnes. Donc, des conditions pas difficiles, hein. Très très difficiles, indignes, dans la boue, dans le froid. Et le maire, Xavier Carrel, avait peur en fait, qu'il y ait le pire qui arrive, c'est-à-dire qu'il débat. Donc un jour, et là on a beaucoup discuté, hein, et il me dit on va construire un camp humanitaire. Je dis t'es pas bien, je dis tu es fou, on ne va pas construire un camp humanitaire ni en France ni à Grande-Synthe. Ben, il me dit si tu me trouves d'autres solutions, je suis preneur. Et comme je n'ai pas trouvé d'autres solutions, on a effectivement, alors pas seul, hein, pas que la mairie de Grande-Synthe, avec une ONG, une organisation non gouvernementale, mais qui est très connue, hein, qui s'appelle Médecins sans frontières, MSF. On a créé ensemble un camp humanitaire avec voilà, des toilettes, des douches, au début des tentes et après donc, des cabanons, des shelters. Hein. Et tout ça est à destination des personnes qui étaient donc dans ce qui n'était pas le camp du Baroque, hein, le camp de la honte, si vous voulez, mais il fallait que les gens acceptent de partir d'un site vers un autre. Mais le camp, on l'a construit pour ces gens-là. On n'a pas pensé construire un camp pour d'autres. C'était un peu naïf, mais le camp, il était ouvert. Donc tous ceux qui voulaient se réfugier après l'ouverture du camp dans le site, ils étaient le bienvenu, à une condition, c'est qu'il y ait de la place. On avait mis dans le camp à peu près 400 chalets, les petits chalets jardins, là, donc on avait fait fabriquer des chalets comme ça, pas très grands, hein, donc, mais moins de 10 mètres carrés, entre guillemets, donc les gens vivaient des fois à 2, à 3, à 4. Hein. Le camp humanitaire, c'est une fonction particulière. Et là, on était obligé de faire un camp humanitaire à Grande-Synthe dans un pays riche, comme le nôtre, hein, 5e puissance mondiale, pour éviter justement que les gens n'habitent, entre guillemets, des jungles. On parlait de la jungle de Calais, par exemple. Hein. Moi, j'étais la visiter plusieurs fois. Je mets des guillemets. Hein. On ne visite pas une jungle. Hein. Voilà. Mais bon, à but de langage, je vais vous dire qu'on était visiter la jungle de Calais ou d'autres jungles à Paris ou ailleurs. Ce sont des endroits où il n'y a rien. Il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de douche, il y a de l'habitat informel, les passeurs sont là, les gens sont dans l'ennui permanent. Donc on a pris un terrain, on a fait venir des ingénieurs, on a payé, hein, et on a terrassé, on a fait une route, on a mis l'électricité, on a mis l'éclairage, on a ramené dans 6 parties du site et du camp des blocs de sanitaire et des douches pour que les gens puissent avoir le minimum. On a ramené de quoi manger, les associations sont venues faire à manger. On a mis des lieux récréatifs ou éducatifs. Donc on a créé en fait une sorte de petite ville à l'extérieur de Grande-Synthe pour soulager les gens qui étaient dans des endroits difficiles, hein, dans le camp du Baroque. La jungle de Calais, moi j'y suis allé en 2016, il y avait, quand j'y suis allé, 10 000 personnes. C'est quasi la moitié de notre ville qui a été dans un habitat improbable, hein, bidonville au mieux. Donc le camp il a brûlé. Parce qu'on a mis feu déjà. Et on a mis feu parce qu'il y avait des populations qui étaient là, qui ne s'entendaient pas. Garder une population qui était essentiellement kurde depuis le début, auquel on a mêlé, sans le faire exprès,
des gens qui venaient de Calais et qui étaient afghans. Et les Afghans et les Kurdes, ça ne s'entend pas. Du tout. Bon, donc le camp est monté en pression, les populations sont montées en pression, il y a eu beaucoup plus de monde dans le camp, parce que le camp il était ouvert, et il y a eu beaucoup plus de monde parce que l'État, donc le gouvernement si vous voulez, avait décidé quelques mois plus tôt de fermer Calais. Donc il y a beaucoup de gens qui, pour éviter de prendre le bus, de monter dans le bus et d'être mis à l'abri, sont partis, sont venus à Grande-Synthe pour trouver asile, pour trouver refuge, parce qu'ils n'avaient pas envie de partir ailleurs, ils voulaient rester proche du littoral et proche de Calais, pour prendre de manière illégale certainement les voies de la frontière pour l'Angleterre, et ils sont arrivés dans le camp. Et alors je vous le dis parce que c'est très important, quand ça arrive, on avait réussi, nous, à baisser la population du camp. En mars 2016, lorsqu'on ouvre le camp, il y a 1300 personnes. 1300 personnes. Quand Calais commence à démanteler, il nous reste la moitié. C'est-à-dire qu'on a réussi à baisser la population du camp de moitié. Alors, parce que l'État avait fait des mises à l'abri, parce que les gens étaient partis, donc on avait retiré les chalets, et le camp était en train de rapetisser. L'idée c'était ça, l'idée c'était de rapetisser le camp, puis au moment où il n'y aura plus personne, on aura fermé le camp. Donc ça marchait, puisqu'on était à la moitié, entre guillemets, de la séquence qu'on avait prévue. Patatras, avec la fermeture de Calais, on voit des centaines de gens arriver, plutôt afghans. L'État ne voulait pas la création d'un camp sur le littoral. Il ne voulait pas. Et Damien a forcé, a cassé le bras de l'État en disant, si vous ne voulez pas le faire, moi je vais le faire. Je vais le payer en partie, MSF va le payer en partie, et on va le faire parce qu'on en a besoin. Mais à un moment donné, ils ne pouvaient pas faire autrement que de reconnaître et de financer le camp. Donc ils ont payé le fonctionnement du camp. 4 millions d'euros à l'année. Et ces 4 millions d'euros, ça nous a servi pour financer les activités du camp, l'alimentation du camp, les frais de sécurité du camp, l'énergie du camp, etc. Ce qu'ils ont refusé de faire, c'est de reconnaître l'investissement du camp. C'est-à-dire que quand on a construit, ça avait un coût, ça a coûté 4-5 millions d'euros. Ça a été à la charge de MSF et la ville. Ils n'ont pas remboursé. Parce que pour eux, c'était pas normal qu'on le fasse, même si c'était utile. Créer plutôt des zones familles. Plus vous entrez dans le camp, et plus il y avait un zonage en fait particulier. C'était pas discriminatoire, mais par exemple il y avait 6 zones. Dans les premières zones, zone 1 et zone 2, c'était plutôt les familles. Familles et enfants. Parce que c'était plus proche du centre névralgique que du camp. C'est plus facile à sécuriser, c'est plus facile à surveiller, c'est plus facile à protéger, etc. Notre exigence à nous, c'était de dire les enfants ont le droit à être scolarisés, surtout s'ils restent quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça, on ne savait pas, puisqu'ils pouvaient partir quand ils voulaient. Ça a été une vocation après. Mais pendant le temps où ils étaient là, ils pourraient sortir du camp, forcément comme ils le souhaitent, et aller à l'école. Donc on a construit un système dans lequel les enfants seraient scolarisés dans les écoles publiques de la ville. Ça a marché. Et les gens qui étaient, les grands Saintois qui étaient un peu frileux, hostiles, ben, c'est normal. Hein. C'est comme si je vous ramenais 200 personnes à côté de chez vous, des étrangers, vous diriez qu'est-ce qui se passe quoi. Bon, à un moment donné, quand ils ont vu que les étrangers en question, c'était des gens normaux, avec des vies normales, avec des petits-enfants, voilà, comme vous, encore plus jeunes que vous, bah, ça s'est décrispé en fait. C'était un facteur d'intégration et d'acceptation par la population de Grande-Synthe. Moi, je n'ai pas eu d'émeute à la mairie. Hein. Il n'y a personne qui est venu me voir pour dire toi et le maire, ça commence à bien faire d'accueillir. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Au moment où le camp brûle le 11 avril 2017, ça fait 2 ans, hein, peut-être plus de 2 ans, aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je vous parle, il y a à peu près 1000 personnes encore sur la ville, à peu près, hein, qui sont hébergées partiellement. Et l'idée, c'était qu'on ne pouvait pas rester sans rien. Le camp avait brûlé, on n'avait plus rien. Le lendemain, il y a des ministres qui arrivent. Et il y avait le ministre de l'Intérieur qui va remplacer Cazeneuve, Mathias Fekl, qui arrive, avec Emma Kos, la ministre du Logement, et ils interdisent au maire de reconstruire un site. Ils lui disent, en gros, le camp est brûlé, c'est fini, c'est réglé, il n'y aura plus de camp jamais à Grande-Synthe. Bon.
L'idée du maire, c'est de dire, quelle que soit la personne qui réside sur la ville, quel que soit son statut, qu'elle soit grand-saintoise, française ou étrangère, elle a le droit à un certain nombre de conditions de vie normales. L'accès au logement, l'accès à l'eau, l'accès à la dignité, etc. Il y a des prix colossaux. Hein. Quelqu'un qui était sur le camp, par exemple, un jour m'a dit « Moi, demain, je vais tenter le passage. » Il parlait anglais, moi pas trop, mais j'ai un peu compris. Et il payait 10 000 euros. Il devait payer 10 000 euros pour passer de manière sûre sur la frontière. Alors, à Calais, à Dunkerque, je ne sais rien, en Belgique, à Cherbourg, en tout cas, il y avait des voies de passage organisées par les passeurs. Donc la question des frontières, elle est posée à tous les États. Elle est posée pour nous, en France, de ce côté-là, en Angleterre, mais elle est posée aussi du côté espagnol ou italien. Et nous-mêmes, je vous le dis, on joue un petit peu les gardes-barrières. C'est-à-dire du côté italien et espagnol, on demande à l'Italie et à l'Espagne de bien garder la frontière pour éviter que ça rentre trop chez nous. Ou l'Allemagne, ou la Belgique. Donc il y a eu un accord, en fait, qui était la prolongation d'un accord signé il y a longtemps, qui s'appelle les accords du Touquet, qui prévoit la sécurisation et l'affranchissement de la frontière à Calais et sur le littoral. Donc ce texte-là, il a été durci à ce moment-là. La conséquence, c'est que les gens sont arrivés de chez eux, d'Iran, de Syrie, des zones en guerre en fait, ou en conflit, parce qu'ils avaient besoin de se reconstruire d'une autre manière, pour avoir du boulot par exemple, hein. Et ils sont arrivés jusqu'au bout. Et le bout du bout, c'était Calais. Donc Calais, ça s'est densifié. Calais, il y a 2000 habitants, enfin 2000 habitants dans la jungle, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10 000. Et par contre-coup, il y en a eu aussi beaucoup à Grande-Synthe, puisqu'on était à côté. Il y a eu un autre ajout d'un texte juridique, hein, qui est la prolongation des accords de Touquet, qui s'appelle le traité de Sandhurst, qui durcit encore tout ça, et qui dit on va donner de l'argent pour interdire l'accueil des migrants dans la zone littorale, de construire des centres d'accueil et d'orientation sur cette zone-là, et on va densifier la frontière, on va mettre des caméras, on va mettre des barbelés, etc. Tout ça, c'est dans un texte qui a été signé par Emmanuel Macron et Theresa May, qui est la Première ministre anglaise. Voilà. Mais malgré tout, ça passe. Alors moins qu'avant. Pour ce qui est de Grande-Synthe, les gens restent à Grande-Synthe parce qu'ils ne peuvent pas passer. Ils ne veulent pas rester. Hein. Quand tu interroges quelqu'un qui est migrant à Grande-Synthe, à 99%, la personne dit « I want to go UK ». Je veux partir en Angleterre. Et quand tu leur demandes pourquoi ils veulent partir, parce qu'ils ont la famille de l'autre côté, parce que l'emploi est facile en Angleterre, parce que l'image de la France n'est pas forcément reluisante en ce moment par rapport aux étrangers. Donc voilà. On a eu quelques dizaines d'individus, même pas, notamment des étudiants, qui sont restés, on loge d'ailleurs encore à Grande-Synthe ou à Dunkerque, et qui ont repris des études à l'ULCO, à l'Université du Littoral par exemple, et c'est très peu nombreux. Quand tu n'as plus d'argent, tu ne peux pas passer. Bon, donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes, mais à quelles conditions? Donc souvent, les gens réfléchissent, et quand ils ne peuvent plus passer, ils se disent je vais bénéficier du retour au pays. L'État a mis en place un système incitatif de retour au pays, il leur donne quelques milliers d'euros pour repartir, hein, pour se reconstruire cette vie chez eux, et ils repartent peut-être au pays. Alors ça ne marche pas beaucoup, mais ça a fonctionné en partie. Des fois, les gens partent pour d'autres pays. Par exemple, les Kurdes, ils viennent souvent, ils transitent souvent par l'Allemagne. Donc ils reviennent, ils ont passé par la route des Balkans, etc. Ils arrivent en Allemagne et ils viennent en France. Si ça ne marche pas en France, ils partent en Allemagne, parce que l'Allemagne a été plus accueillante que la France. Voilà, donc c'est un peu les choix qui s'offrent aux gens, ou alors ils restent. Mais s'ils restent, ils restent de manière illégale. Aux élections intermédiaires, aux élections régionales par exemple, aux élections législatives, aux élections présidentielles, à Grande-Synthe, les scores de l'extrémisme ont été très limités. Très limités. Plus qu'ailleurs. C'est quand même incroyable. Plus qu'ailleurs. Il s'est passé quelque chose. La construction d'Usinor, d'Arcelor aujourd'hui, elle a été faite sur la question migratoire.
C'est-à-dire que l'État français a été chercher des populations, notamment maghrébines, pour construire l'usine et la faire tourner. Et aujourd'hui, à Grande-Synthe, si tu regardes la population de Grande-Synthe, la population, elle est mêlée. C'est-à-dire que tu as à peu près 40% de la population qui est d'origine étrangère. Ils sont français, mais ils sont d'origine étrangère parce que leurs parents, leurs grands-parents, ils étaient marocains, tunisiens, turcs, etc. C'est vrai à Grande-Synthe, c'est vrai à Denain, c'est vrai dans les grands sites miniers, par exemple, hier minier, puisque tout est fermé. Voilà. Donc il y a peut-être une acceptation plus forte dans ces lieux où il y a des populations mêlées. À Paris, alors je vous parle, il y a à peu près 2000 migrants qui sont sous les ponts, sous les tunnels, à l'intérieur de Paris. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Qui doit agir? C'est l'État qui doit agir. C'est l'État qui doit les mettre à l'abri et les accueillir. Ça ne veut pas dire leur donner des papiers. C'est pas pareil. On les met à l'abri, on en prend soin, et après il y a une situation administrative qui dit, lui, s'il fait une demande d'asile, elle sera peut-être acceptée, ou pas. Si elle est acceptée, il devient réfugié, un réfugié statutaire, il a des papiers pour rester, il est légal, il peut rester en France. Si la demande d'asile est refusée, normalement, il doit repartir. Toute l'ambiguïté, c'est que les taux de départ ne sont pas suffisants, entre guillemets, en tout cas, ils ne sont pas à la hauteur de ce que la France devrait faire si elle devait respecter ses propres lois. Daniel Carême, il est devenu une personnalité politique nationale parce qu'il a accompli un geste, alors moi je suis secrétaire de cabinet, donc je peux le dire, atypique, anormal, presque incompréhensible. Moi on m'a dit, est-ce que vous auriez fait la même chose? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai jamais eu la responsabilité de le faire. C'était incroyable ce qu'il a fait. Mais il fait le faire. Et l'État a reconnu l'intelligence et la capacité d'avoir fait ça. Quelle que soit la condition de la personne, à Grande-Synthe, qu'on soit migrant, exilé ou SDF, il n'y a personne qui vit dehors. C'est-à-dire que quelqu'un qui est SDF à Grande-Synthe, il y a une prise en charge par le centre communal d'action sociale. Donc on va pas le prendre et on va lire ce qui se passe et on va lui trouver une solution. Donc c'est pareil, on a mis les gens sur un pied d'égalité. Pas plus, pas moins. La frontière, c'est une invention de l'homme. La frontière physique administrative, pas physique, c'est autre chose, la frontière administrative, c'est une invention humaine. Vous avez fait Erasmus quand vous voulez construire notre vie pour habiter en Allemagne ou aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que vous allez croire que vous espérez qu'on vous refuse l'accès au pays? Pardon? Pourquoi on vous refuserait l'accès au pays? Pourquoi on te refuserait d'aller au pays? Sur quelle base? C'est vrai? Pourquoi? Pourquoi on me refuserait moi d'aller à l'étranger si j'ai envie d'y aller? Vous inversez un petit peu le raisonnement. Alors après, évidemment, il y a d'autres choses qui jouent. Hein. La couleur de la peau, la politique, la religion. Et vous mêlez tout ça. Donc c'est la nitroglycérine. C'est la nitroglycérine. Si on n'occupe pas, si on ne fait rien, si on décide de rien voir, à un moment donné, ça pète. On a fait arrêter les passeurs. On a fait arrêter plein. On a mis des caméras, on a renseigné, on a chopé des gens qui étaient vraiment indélicats en dehors du camp. Il y a eu un travail important avec la police, avec les renseignements territoriaux, avec les services de la préfecture. Il y a eu ce travail-là, parce que c'était impératif. On n'est pas des naïfs. Hein. Nous, ce qu'on voulait, c'était que ça se passe bien et que la tranquillité publique, elle soit respectée. Et elle l'a à peu près été. Sur tout le territoire. On a eu beaucoup de naissances aussi, par exemple. Le camp, il y a eu beaucoup de naissances à Grande-Synthe. Il y a, je dis une bêtise, hein, mais peut-être une cinquantaine d'enfants qui sont nés à Grande-Synthe. Du coup, ils sont Grande-Synthois. Surprenant.